Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous reviens pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc c'est le terrier de Guimauve qui... ou Guimauve, j'ai toujours un problème avec ce nom. Donc qui s'occupe de ce challenge. D'ailleurs je vous mettrai sa vidéo de présentation dans le petit si vous voulez tous les détails. Donc juste pour rappel, c'est un challenge qui commence au 1er septembre et qui se termine le dernier jour du mois de novembre, donc le 30 novembre. Et qui a pour thème donc l'automne, Halloween ou autre, avec un thème en particulier. Cette année elle a choisi que ce serait plutôt cabinet de curiosité qui l'a plus ou moins inspiré. Et donc elle a choisi 4 menus, 2 menus avec 3 sous-catégories et 2 autres menus avec 4 sous-catégories. Donc il y a la possibilité de lire que 2 sous-catégories dans 2 menus, enfin 2 livres dans chaque menu, etc. C'est à vous de voir. Moi je vous propose ma palle avec objectif de lire un livre par sous-catégorie. Soyons honnêtes, il est probable qu'il y en ait 2-3 que je n'ai pas le temps de lire. Surtout qu'il y a des livres en anglais, mais vous allez le voir. Donc je vais d'abord commencer par vous présenter le premier menu et les livres que j'ai choisis qui vont avec. Premier menu, c'est Automne frissonnant avec pour première sous-catégorie. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai tout écrit. C'est Gargare à la main de gloire, donc avec les mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Donc pour ça j'ai choisi le premier tome de Six of Crows par rapport au mot-clé voleur, puisqu'il me semble que les membres de Six of Crows, ou du moins de l'équipe, je ne sais pas quel nom elle a puisque c'est le premier tome, sont des voleurs ou ce genre de choses, des petits gangsters entre guillemets. Et donc je me suis dit que ça y collerait plutôt bien, puisque j'ai fini les Grisha pendant l'été et je vais enfin pouvoir lire ce premier tome et pouvoir regarder pour de vrai la série Grisha sur Netflix, puisqu'ils ont mêlé à la fois Grisha et Six of Crows. Et quand j'ai regardé le premier épisode, toute fière d'avoir lu le premier tome de Grisha, et ben j'ai appris la déception que je devrais à finir les Grisha commencer les Six of Crows, puisque je sais que normalement ceux-là j'ai entendu dire qu'ils étaient encore meilleurs que les Grisha, et je préférais commencer par le bon et finir par le très bon, comme ça il n'y aurait pas une différence de qualité en les lisant. Deuxième sous-catégorie, c'est Double Toy and Trouble, donc avec les mots-clés sorcière, pièce de théâtre, prophétie et tragédie. Et j'ai décidé pour ça de lire la guerre de la sorcière, donc c'est le tome 3 des bannis et des proscrits. Voilà, de James Clements, donc là c'est aux éditions Milady. Il reste, il me semble que c'est 4 ou 5 tomes en tout. Et je pense, j'ai vu qu'ils avaient changé le dos du livre, donc il va falloir que je les achète d'occasion pour la suite, mais ça ne vous regarde pas. Donc je pense qu'entre la guerre de la sorcière, avec notre sorcière qui est juste ici, et le sous-thème sorcière, enfin le mot-clé sorcière, je pense que on va être bien. En plus on voit un dragon, ça a l'air super. Et ça fait un moment que j'ai pas lu la suite et c'est l'occasion de la lire. Donc voilà. Prochaine sous-catégorie, c'est le folklore de Chippendales. Donc avec les mots-clés créatures surnaturelles et fantastiques, obscures et fantasy. Donc pour ça j'ai choisi Dragon du Noble de Printemps, donc de la saga des Chroniques de Lance Dragon, si je ne dis pas de bêtises, de Margaret Weiss et Tracy Hickman, aux éditions Fleuve Noir. Donc c'est bien sûr plus édité, hein, sachant que je les cherche d'occasion pour avoir la tranche que je souhaite. C'est un vieux livre, c'est ceux qui ont inspiré le jeu vidéo Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent, et les films, puisqu'ils ont fait des films et plein d'autres choses, et des livres d'ailleurs. Donc c'est le tome 3, ça fait un moment qu'il est de côté et que je ne le lis pas. Et là j'ai l'intention de le lire au mois de septembre, vers le début du challenge, histoire de réellement le suivre, puisque c'est une saga, si je prends l'ordre, etc., où il y a plus de 70 tomes. Et j'en suis au tome 3, je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Donc concrètement les deux autres tomes je les ai lus depuis très longtemps. On est avec un truc assez classique dans la fantasy, avec un groupe avec... un elfe, un chevalier, deux magiciens, une sorte de demi-gobelin, enfin un petit groupe hétéroclite en termes de race, on va dire ça comme ça, qui ont une quête et justement tuer les dragons, etc. Puisque les dragons sont méchants dans l'histoire et que s'ils les laissent vivre et se multiplier, les autres
race risque d'être pas mal embêtée. Et pour tout vous dire, je me souviens pas tant que ça des 2 autres livres que j'avais lus avant. Donc je pense que j'irai voir 2 chroniques ou autre de ce qui a été fait sur les 2 premiers tomes, comme ça je serai dans le mood et je vous en dirai des nouvelles une fois que je l'aurai lu de toute façon et je pourrai vous redire ça un peu plus en détail. Donc prochain menu, il s'agit du menu automne douceur de vivre. Donc je vais vous présenter quand même la première sous-catégorie, c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Donc Hocus Pocus, le film, je sais pas si vous le connaissez avec des sorcières, c'est le petit rêve. Donc sous-thème Halloween, Samhain, automne. Donc pour ça j'ai choisi Le cadavre rieur, une aventure d'Anita Blake, tueuse de vampires. Donc techniquement on n'est pas Halloween, on n'est pas avec l'automne et pas vraiment Samhain, mais j'ai choisi ça dans le sens où, puisqu'elle nous a dit qu'on pouvait arranger les mots comme ça nous arrangeait. Puisque normalement à Halloween, à Samhain justement, c'est le moment où en théorie, enfin en théorie c'est pas une vraie théorie, mais normalement c'est le moment où la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est la plus mince. Et comme il s'agit, Anita Blake est quelqu'un qui réanime les morts en faisant revenir réanime les morts tout simplement, qu'on a des vampires, donc des créatures qu'on retrouve à Halloween sur les déguisements, avec justement cette chose de morts qui reviennent à la vie. Je trouvais que ça pouvait pas mal s'y mettre et je l'ai mis comme ça. Donc c'est un tome 2, je l'ai connu le tome 1 il y a très longtemps, et il me semble qu'il y en a principalement donc cette fille, Anita Blake, qui est enquêtrice et pour s'aider dans les enquêtes, quoi de mieux que de ressusciter un mort de façon écourtée bien sûr, dans un petit laps de temps pour l'interroger sur qui lui a fait du mal ou où c'est qu'il a mis telle chose. Très pratique et donc c'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite puisqu'au final j'avais bien aimé et je voulais finir d'autres bitlit du genre. Prochaine sous-catégorie, il s'agit de Ejiji, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyogi Panja. Je vous écrirai le Gutyogi Panja quelque part parce que c'est avec des umlaut, ce qu'on fait allemand vous comprendrez, etc. Et ça n'a pas l'air très, c'est pas très lisible. Donc mots-clés parcours initiatique, jeunesse, famille. Donc pour cette partie-là, j'ai choisi L'éclat et l'ombre, tome 2, L'île morte de Audrey Marin-Pache aux éditions Archancourt. Tout simplement parce que c'est de la jeunesse. L'autrice avait commencé à écrire cette saga, a terminé sa saga, pour donner envie à sa petite sœur adolescence, l'envie de lire. Je trouve la démarche assez sympathique. Et donc j'ai déjà lu le tome 1, là c'est le tome 2. Donc forcément, comme c'est de la jeunesse et qu'en plus ça a été fait pour un membre de sa famille, je trouve que ça rentrait parfaitement dans le thème. Et on est avec de tout le monde né en fait avec une sorte de pouvoir, une sorte et chacun naît avec un seul pouvoir, ça peut être la guérison, le vol, plein de choses, la télékinésie, tout ce qu'on veut. Tout le monde à un certain âge, je me souviens plus exactement lequel, fait une sorte de rituel de passage où on va certifier le type de pouvoir qu'a cette personne et ensuite il va rentrer dans l'école avec ceux qui ont le même type de pouvoir et en fait on a un roi qui a usé trop de son pouvoir et quand on use trop de son pouvoir, normalement on est censé mourir, sauf que pour éviter de mourir, il fait appel, il enlève, parce qu'il ne leur fait pas vraiment appel, de jeunes guérisseurs qui ont encore tout leur pouvoir et qui se tuent en le soignant pour qu'il continue à vivre et avoir entre autres éventuellement 2 pouvoirs en même temps il me semble, sans avoir eu, à passer par un moment de mort imminente, vous voyez, puisque si on peut avoir ces 2 pouvoirs en même temps, mais sous certaines conditions où on a failli mourir. Et donc on va suivre une jeune fille guérisseuse qui a été enlevée mais qui a réussi à s'échapper avant. Je vous raconte pas plus parce que c'est la suite c'est le tome 1, la suite ce qui se passe. Là c'est le tome 2 donc c'est ce qui se passe après et ça m'avait plutôt plu. Et pour le coup c'est un de mes rares petits livres puisqu'on est sur un 250 pages et que les autres sont en moyenne autour de 500 donc je me pense qu'un petit livre c'est pas du luxe. Prochaine sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière avec les mots-clés feel good, bien-être et santé mentale.
J'ai un peu joué avec le mot santé mentale puisqu'il n'y a pas précisé si on est en bonne santé mentale ou au contraire si on a un problème de santé mentale. Donc il s'agit Les Dieux de Old Mountain de Taylor Brown de chez Albin Michel. Donc bon, ça c'est une épreuve non corrigée, mais pour le coup c'est la même couverture sur la dernière version, le même titre, etc. Et de 2019 si vous êtes curieux. Donc c'est tout simplement un américain qui rentre de la guerre de Corée pour retrouver sa famille puisque il a été réformé après la perte de sa jambe. Et il va retourner dans son village avec sa grand-mère puisque sa mère est justement dans un hôpital psychiatrique. Là vous commencez à comprendre le santé mentale. Donc le jeune homme connaît sa mère, sa grand-mère mais ne connaît pas son père et cherche à retrouver ses origines, quitte à être réformé et s'occuper, voilà. Le problème c'est que sa mère ne dit pas un mot et que des agents fédéraux surveillent sa mère. Donc elle est peut-être pas si folle que ça, peut-être pas, on ne sait pas. J'ai pas trop envie de me spoiler puis j'aime bien découvrir ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Et puis ça me donne vachement envie. Et puis vous trouvez pas que ça fait un peu creepy la couverture ? Moi je trouve que ça va très bien avec la période d'Halloween, je pense que je le lirai vers octobre. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Shrek 2 si jamais vous n'avez pas la référence. Donc avec les mots clés humour, illustré, anthropomorphisme et animaux. J'ai choisi de prendre Six of Crows tome 2 avec le thème animaux juste sur la couverture puisque nous avons un magnifique corbeau comme vous pouvez le voir. Parce que je voulais absolument lire ça et puis j'ai réussi à le rentrer comme ça et ça passe. Puis j'ai l'intention de finir cette saga avant la fin de l'année pour pas trop en commencer. Sinon à la place j'ai failli quand même prendre le tome 2 de Nevernight, puisqu'après tout l'ombre qui suit notre héroïne principale est sous forme d'animal, un chat. Maintenant elle en a une deuxième, une louve. Donc je trouve qu'en termes d'animaux et d'anthropomorphisme, puisque ce sont des ombres qui qui peuvent se transformer, etc., je trouvais ça intéressant, mais on n'y est pas, donc on est sur le tome 2 de Six of Crows. J'ai pas lu le résumé, je peux pas vous en parler puisque je vais lire le tome 1 et je voulais pas me spoiler sur le tome d'avant en lisant le résumé de celui-ci. Donc aux éditions Milan pour les curieux, c'est ceux où il n'y avait pas encore le petit rond Netflix, n'est-ce pas? Voilà, j'en dirai pas grand chose de plus parce que je vous ai déjà parlé du premier tome qui fait partie du Grishaverse qui est plutôt à la mode de ces derniers temps d'ailleurs. Troisième menu, automne enchanteur. Alors, la première sous-catégorie, c'est la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Référence aux chroniques de Spiderwing que vous apercevez probablement ici. Je les ai tous. Donc j'étais contente quand il y a eu ce petit clin d'œil, c'est mignon. Mot-clé, petit peuple, féerie, nature writing. Et j'ai pris Gardien des cités perdues, tome 4, Les Invisibles aux éditions PKJ. Puisque tout simplement on se retrouve chez les elfes. Les elfes, on va dire que c'est le petit peuple, féerie, etc. Sachant qu'on a des animaux fantastiques et qui sont là pour protéger entre autres la nature, etc. Donc nature, petit peuple, puisqu'il y a aussi des trolls, des ogres, etc. On est en plein dedans et ça me permet de m'avancer dans cette saga. Deuxième sous-catégorie, nom d'une dune. Référence à Dune, pour ceux qui veulent, le film sort au mois de septembre il me semble. Enfin le nouveau film puisqu'il y en avait eu un précédent avec Sting qui est à l'intérieur pour info. Donc sous-thème écologie, anticipation, post-apocalyptique et science-fiction. J'ai pris le thème science-fiction et pré-post-apocalyptique dans un sens. Donc il s'agit de L'aube de fondation d'Isaac Asimov aux éditions Pocket. Donc c'est entre guillemets le cycle de fondation, c'est du post-apocalyptique. Et il y a 5 tomes. 1, 2, 3, 4, c'est ça, 5 tomes. Et une fois qu'il a fait ça, il a écrit 2 préquels justement sur la création de fondation, c'est le nom de l'organisme, pour faire que cette période d'obscurantisme entre guillemets après, une civilisation qui s'est portée au sommet, et il y a une descente avant de remonter, et pour que la descente et la remontée soient moins longues, il a créé Fondation, qui est pour objectif de conserver les savoirs qu'ils ont acquéris
d'un point de vue technologique et il me semble d'un point de vue, comment dire, scientifique, historique, etc. Donc c'est la création de fondation mais aussi de la psychohistoire qui a permis de faire tout ça. Et c'est le dernier tome et après j'aurai vraiment terminé les fondations d'Isaac Asimov. Et peut-être que je me lancerai sur d'autres Asimov puisque c'est un ponte de la science-fiction, il faut le connaître. Dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Princesse. Donc avec le thème inclusivité, LGBTQI+, et féminisme. Donc pour ça j'ai choisi Namesake de Adrienne Young, donc c'est le tome 2 de Fable, ou Fable, comme vous voulez si vous le prononcez à la française. Pour info, le titre veut dire homonyme. Donc ça c'est l'édition de la Fairy Loot, donc l'autre version entre guillemets originale n'est pas tout à fait comme ça, la tranche est censée être blanche. La couverture n'est pas la même, donc ça a juste été fait pour être assorti à l'autre tome que j'ai de la Fairy Loot. Pourquoi j'ai choisi ça? Pour deux raisons. Un, à l'intérieur nous avons un couple homosexuel, donc LGBTQI+, on est plein dedans. Et ensuite parce que l'héroïne, elle a du caractère, etc. Je l'ai mis plutôt dans le féminisme, même si le féminisme c'est pas mon truc, je suis plus pour ce qu'on appelle l'égalitarisme. Parce que je trouve que le mot féminisme c'est porter le féminin plus haut que le masculin, donc au final ça s'inverse. C'est un point de vue comme un autre, mais on en est là. Quoi qu'il arrive, je l'ai mis là-dedans, puisqu'on a une héroïne avec un fort caractère qui évolue dans un univers d'hommes avec des grands guillemets, puisque on est dans le monde de la navigation et du commerce, et vous savez qu'à cette... Vous savez peut-être pas, si vous avez regardé Les Pirates des Caraïbes, vous le savez, avoir une femme sur un bardeau, ça porte malheur, donc en général, on n'en prend pas. Sauf si elles sont indispensables. Donc là, on a une femme sur un bateau avec d'autres hommes majoritairement. Ce sont aussi, comment dire, un groupe d'exclus d'une certaine façon de la société et ils essayent de s'inclure. Donc ça revenait aussi avec inclusivité, je trouvais que ça tombait bien dedans. Et je suis en train de partir très loin pour parler d'un livre qui en plus est en anglais. J'ai lu le tome 1, donc je devrais réussir à lire le tome 2, il y a 350 pages à peu près. Ça devrait le faire, il faudrait juste que je ressorte mon post-it avec les mots de vocabulaire marins, avec la poupe, tribord, bâbord, etc. que je connais très bien en français, mais qu'en anglais. Voilà, donc c'est tout pour ce menu. Dernier menu, il s'agit de Automne des mystères. Avec la première sous-catégorie, le destin perdu avec temps, horloge, énigme, puzzle, historique et steampunk. Pour cette sous-catégorie, j'ai choisi la dernière cible d'Erika Splinder. C'est un policier avec une personne dans sa ville où il y a pas mal d'accidents qui pour elle ne le sont pas et un profiler va être du même avis et ça va être une enquête à ce niveau là. Pourquoi j'ai mis ça dedans? Je vous rappelle que mot-clé puzzle et normalement vous devrez le voir, je vais vous rapprocher. Nous avons ici des pièces de puzzle, sachant qu'en plus ça va être un policier, donc avec tout ce qui est énigme etc on est en plein dedans. Et voilà, c'est une autrice que j'ai déjà lue, il me semble que j'ai quelques livres d'elle. En fait non, j'ai qu'un livre d'elle, juste ici, mais il était top. Donc ça sera une prochaine lecture et j'ai hâte de me faire ce petit policier. Deuxième sous-catégorie, les ruines d'Atlantide avec les mots-clés conte moral, philosophique, récit métaphorique, mythe et légende. Alors là j'ai pas le livre puisque je l'ai précommandé, il est censé sortir le 31 août et arriver du coup début septembre dans ma boîte aux lettres. Donc même s'il a un peu de retard, je l'aurai avant fin novembre et je pourrai le lire. Il s'agit de Broken Web de Laurie Emily aux éditions Page Street Young Adult. Donc c'est de l'anglais, c'est le tome 2 de la saga Shamanborn avec le premier tome c'était Forest of Souls. Je vous le présente de toute façon ce premier tome dans le prochain update lecture que je vous présente, que j'ai déjà filmé donc je sais que je vous le présente puisque je l'ai filmé juste avant cette vidéo. Et donc on va suivre une héroïne avec quelqu'un qui fait partie des légendes et qui va sortir des morts et ressusciter dans un certain sens dans ce tome là. C'est pour ça que je l'ai gardé avec mythe et légende puisque personne n'est sûr qu'il a réellement existé. On sait que
D'après la légende, c'est lui qui a fabriqué la forêt des esprits et qui a mis le monde à feu et à sang. Donc c'est pour ça que j'ai pris ça. Et ça m'a arrangé avec les ruines de l'Atlantide, c'est les ruines, c'est les forêts d'esprit. Avec le titre aussi, ça passait. Et j'ai hâte de le lire puisque j'avais adoré le premier tome de cette saga. C'est l'anglais, je sais que c'est pas pour tout le monde. Avant-dernière sous-catégorie, en avant Yvette Tempête, avec les mots-clés aventure, archéologie, artefacts et voyage. Donc c'est Master of One de Jada Jones et Danny Bennett aux éditions Harper Teen. Donc pareil, c'est l'édition Fairy Loot. Donc la tranche est un peu spéciale. Nous avons des personnages qui me donnent furieusement envie de lire ce livre juste ici, n'est-ce pas? C'est un gros pavé en anglais. Ça va être long. Mais bon, au bout d'un moment, il faut se lancer puisqu'on a à peu près... Oh, on a un guide de prononciation. 531 pages. Ce sera en français, ce serait easy, mais en anglais, ça sera moins évident. Donc je me souviens absolument pas de quoi ça parle. C'est ça, en gros c'est une quête pour, envoyée par la reine pour qu'elle a confiée à un fae pour aller chercher une relique. C'est là qu'on se retrouve dans les sous-catégories. Très puissante, mais malheureusement faut pas que ça tombe dans de mauvaises mains. Et la reine n'est pas forcément une si bonne main, d'après ce que j'ai vite fait compris. Après je me spoil pas trop, j'aime bien découvrir. Et pour ça... ça rentrait pile avec artefact, voyage, aventure et même archéologie puisque c'est un artefact qui a été perdu et qu'il faut rechercher. Donc on est pile dedans, j'adore cette couverture, je sais pas vous, moi elle me fait envie. Et je vous en donnerai des nouvelles une fois que je l'aurai lu. Si je le lis pas pendant ce challenge, c'est possible hein, puisque j'ai une capacité de lecture en anglais, je n'en dépasse pas un par mois, des fois j'en lis un tous les 2 mois. Donc peut-être que ça passera, mais quoi qu'il arrive, je vous en donnerai des nouvelles quand je le lirai. Surtout que potentiellement, si je le lis pas, il tombera peut-être dans le code Winter Challenge. On sait jamais. Dernière sous-catégorie pour ce challenge, c'est cabinet de curiosité. Le thème de cette année, je vous rappelle, avec art, musée, science, singularité, étrangeté. Et pour ça, j'ai choisi La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Pourquoi j'ai choisi ce livre? Puisque... on va être sur un homme qui est envoyé dans un orphelinat qui se retrouve sur une île où il n'y a que ça hein, sur l'île. Avec un directeur assez étrange, des élèves assez spéciaux qui sont normalement des rebuts de la société, mais étrangement, ils sont protégés sur cette île en particulier. Il y a une sorte de mystère, c'est assez particulier et c'est assez étrange. Celui qui vient pour l'inspection pour... vérifier que tout se passe bien dans l'orphelinat, trouve tout ce qui se passe autour de lui étrange. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce livre dedans. Et puis par rapport à la couverture, je vais vous montrer ça. Nous avons quand même des petits tableaux, etc. Ça me fait un peu penser au cabinet de curiosité de l'époque, puisque c'est là où on retrouvait un peu tout ce qui est sculpture, art, etc. Et donc avec les tableaux, je trouvais que ça tombait pas mal. Et même la couverture... l'orphelinat qu'on voit là se retrouve à l'intérieur d'un tableau. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Alors pour être honnête avec vous, la première fois si je lis que le résumé qui est à l'arrière, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je me souviens plus de quelle booktubeuse l'avait lu et on avait parlé de quoi ça parlait. Et la façon dont elle a parlé m'a intéressée puisque j'ai eu l'impression que ce n'était pas la même histoire, qu'il y avait un petit soupçon de magie, etc. Ce qu'on ne nous fait pas entrevoir dans le résumé ici. Ça m'a appris, une fois que j'ai vu, je me dis finalement il me faut ce livre. Donc le voilà et j'ai l'intention de le lire pour ce challenge. Donc voici ma petite pile à lire de 14 livres, mais je vous rappelle que c'est sur 3 mois. Donc il va falloir y aller quoi. Il me faudra faire entre 4 et 5 livres par mois. Mois de septembre c'est en général un peu compliqué. Moi, je vais essayer de donner tout ce que j'ai pour ça. Et au pire je vais carburer au mois d'octobre pendant les vacances scolaires. Mais voilà, c'est ma pile à lire. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir ce que vous allez faire ici pour participer au challenge.
Comme je vous mettrai en barre d'infos tous les livres que je vous ai présentés en faisant les petits parties, enfin faisant les menus, sous-catégories, etc. Je vous mettrai pas les mots-clés puisque vous avez toutes les précisions dans le petit i que j'ai mis sur la vidéo de Terrier de Guimeuse pour voir les autres détails, voir ce qui se passe, sachant qu'il y a un groupe Facebook aussi si ça vous intéresse qui vous permettra de remplir votre wishlist et voir votre pile de nouveaux livres. Voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt et je referai un petit bilan je pense à la fin du challenge ou au milieu. On verra si je fais les deux. En tout cas je ferai quoi qu'il arrive un bilan à la fin et vous avez une autre vidéo de toute façon qui vous attendra la semaine prochaine. Donc sur ce je vous dis à bientôt et bonne lecture.